pour votre présence. Nous allons maintenant récompenser pour l'édition 2022 les lauréats pour le trophée du CEFIEC. Donc, je veux bien qu'on me lance le power. Je passe la parole à notre présidente. Merci Nathalie pour cette introduction. Alors je ne vais pas être longue dans le discours, mais juste dire que c'est un moment important de la journée parce que nous laissons place à la recherche, aux données probantes et à la place aux professionnels qui se sont investis dans leurs travaux. Alors pour mettre en valeur ces travaux, nous avons bien sûr créé ces trophées CEFIEC. Je remercie Amanda et Nathalie pour leur engagement et l'organisation et la mise en œuvre de ces trophées. Et je remercie également tous les partenaires qui s'investissent à la fois dans les prix, il faut le dire. Vous voyez des belles petites sacoches devant vous, mais aussi dans le jury. Donc merci à vous tous. Et je laisse la parole à Nathalie. Merci Michel. Donc un petit peu de chiffres très rapides. Donc cette année, pour l'édition 2022, nous avons eu 15 CER qui ont participé. Au regard des anciens travaux qui nous étaient arrivés, nous avons décidé en BNA de créer une nouvelle catégorie qu'on a appelée IFCS Mémoire, puisqu'on voyait bien qu'il y avait une pluralité de remises de travaux, à la fois des articles et des mémoires. Donc nous avons voulu pouvoir récompenser chaque particularité. Et d'ailleurs, cette catégorie a été très plébiscitée cette année, puisque pour la première fois, on a eu 7 travaux IFCS Mémoire. 6 travaux IFSI, 12 travaux IFSI, 6 travaux IFAS, 2 travaux articles IFCS et 4 travaux master, ce qui est une montée en puissance par rapport à l'édition 2021. Et notamment, cette édition s'est passée en fait dans des conditions normales de sélection, comme on pouvait faire auparavant, avant la période Covid. Donc les jurys régionaux se sont réunis. Donc je tiens vraiment à remercier énormément les présidents de CER et les correspondants publications qui ont fait un travail au niveau des régions extrêmement important. Je remercie aussi tous les collègues dans les IFSI qui ont sélectionné les travaux et qui ont été partie prenante. Je remercie aussi les étudiants et les candidats qui ont été aussi porteurs dans ces trophées pour cette édition 2022. Donc le jury national s'est réuni le 29 avril 2022. C'était un jury, cette année, un peu étendu, avec 30 personnes, des membres du conseil d'administration, des membres du bureau national, des correspondants publications, des formateurs à la fois de tous les profils, de toutes les horizons, IFSI, IFAS, IFCS, des universitaires. Nous avions des docteurs en sciences de l'éducation et en sciences infirmières qui ont participé aussi, ce qui était très intéressant. Je remercie énormément nos partenaires premium, à savoir BFM, CASDEN, GMF, MACSF, MNH Group NES, sans qui ces trophées ne pourraient pas exister. Donc vraiment, j'ai une pensée particulière pour eux et je les remercie vraiment. Je remercie aussi nos éditeurs, nos partenaires éditeurs, l'ARCI, Elsevier-Masson, One Health Édition. Et les présidentes du jury, j'avais l'honneur de travailler avec Madame Amanda Dubré qui était sur IFCS Master et moi j'avais gardé la catégorie IFAS-IFSI. Ce jury s'est tenu dans une convivialité absolue, vous pouvez nous faire confiance, mais aussi dans une rigueur scientifique absolue. 31 dossiers ont été évalués, 5 sous-groupes au sein du jury, puisque nous avions beaucoup de travaux IFSI, nous avons fait 2 sous-jurys IFSI, ce qui représentait 6 à 7 travaux à lire par membre. Et cette année, nous avons eu un vainqueur par catégorie. Ainsi, les lauréats, pour cette édition 2022, nous allons donc commencer la présentation par la catégorie IFAS, pour le CER Midi-Pyrénées, pour l'IFAS du Lot et Cahors, a été reconnu lauréat des trophées 2022, Monsieur Logéry Marc. Je veux bien qu'on continue le power. Si vous pouvez me mettre le power, s'il vous plaît, merci. Merci. À vous de jouer. Ok.
Bonjour, je profite d'avoir le micro pour... pendant une année, j'étais de l'autre côté. Hein. Donc, je me dis que je vais en profiter. Cette fois-ci, c'est moi qui vais poser les questions. Du coup, je commence par là. Je ne sais pas si vous connaissez le bonhomme. Il s'appelle Montaigne. Non, en fait, il s'agit de mon véritable objet d'étude. Mais bien que j'ai eu l'honnêteté de le mettre sur la couverture de mon mémoire, visiblement, personne n'a vu que c'était vraiment ça. Non, je blague. Si Hippocrate est particulièrement connu chez nous, et principalement chez les médecins, et qu'il fait figure des références, je pense que cet humaniste, ou plus exactement le mouvement qu'il représente, devrait parler à tous, et principalement à nous soignants. Et il a écrit entre autres, alors attendez, c'est là-dessus je présume, voilà, cette phrase que je ferai mienne: toute autre science est préjudiciable à celui qui n'a pas la science de la bonté. Je pense que je ne saurais mieux résumer l'idée que je me fais de l'idée de soignant. Souvent, lorsque je parle de mon métier aujourd'hui, j'ai tendance à dire qu'il est l'occasion de belles rencontres avant tout. Certaines sont dures, mais elles sont toujours enrichissantes. Mon objet d'étude a été l'une d'entre elles, bien évidemment. Un homme de 97 ans à qui je venais tout simplement proposer une toilette. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait perdu sa femme 6 mois plus tôt dans une structure dans laquelle ils étaient ensemble. Alors ce soin, d'abord, il a été refusé, mais mon travail de fin d'études, il ne porte pas là-dessus, bien évidemment. Il part sur le levier de communication qui m'a permis de basculer de l'acceptation, enfin du refus de ce soin à son acceptation. Voilà. Alors ce que j'ai réussi à faire, c'est bien évidemment pas réaliser une toilette. Hein. C'est me permettre d'établir un lien, et qui m'a permis de découvrir qu'en fait son véritable problème à lui était son deuil, le deuil qu'il n'arrivait pas à faire de sa femme. Alors je ne veux pas faire l'exégèse, parce qu'on n'en a pas le temps, de mon travail, je veux juste présenter quelques leviers qui m'ont été utiles. Alors, autre phrase d'Abraham Maslow, qui est très très connu chez nous pour sa pyramide des besoins. Mais cette formule aussi, je la trouve excellente. Si vous avez comme seul outil un marteau, vous avez tendance à voir tout problème comme un clou. Autrement dit, nous faisons référence à nos compétences pour comprendre les choses, et bien évidemment, plus le domaine en est large, plus les possibles le sont également. Alors je vais me permettre de basculer sur quelques points. Donc les 3 formes de communication. Donc verbal, vocal et visuel. Comme on peut le constater, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 55% de la communication est visuelle, ce qui laisse apparaître l'importance de l'expression du visage, et ça vous laisse entrevoir ce qui peut poser problème avec nos masques sur la journée, sur le visage toute la journée. Le second point que j'ai abordé, c'est la proxémie, la distance que nous mettons entre nous, soignants et patients. Pour le coup, je peux constater qu'elle n'est pas la même dans le sud d'où je viens et dans le nord. On a tendance à avoir une attitude sûrement un peu plus proche que par ici. La troisième, la congruence, c'est le fait d'apparaître à l'extérieur comme on est à l'intérieur. Parce que sinon, tout le reste serait que du blabla. Et la dernière, l'empathie, qui n'est en l'occurrence pas la moindre, car je pense que c'est l'outil fondamental par excellence. Alors j'avais une vidéo, je vais pas la lancer. Voilà, je vais juste résumer la chose de la façon suivante. C'est la faculté de s'identifier à quelqu'un selon Brené Brown. Très bien. Voilà, donc je conclurai juste comme ça pour faire vite. Donc je reviendrai à Montaigne encore une fois. Et je souhaitais juste, parce que j'en ai l'occasion, remercier bien évidemment les formatrices de l'IFAS de Cahors, et principalement Madame Naval et Madame Cabra, qui ont dispensé une formation d'une richesse incroyable, tant au niveau de l'équilibre entre justement l'humain et le technique,
et aussi ma première tutrice de stage, Adeline Mamboise, qui en termes de bonté, ce que je pourrais qualifier de diamant brut. Voilà. Merci beaucoup, merci. Je vous invite à rejoindre le centre. Merci, Monsieur Le Géry. Encore des applaudissements. Merci beaucoup. Prochaine catégorie, donc pour la catégorie IFSI, pour le CER Rhône-Alpes. L'IFSI du Saint-Joseph-Saint-Luc de Lyon. J'appelle Monsieur Dijou Bertrand. Donc Dijou Bertrand, je suis infirmier. Je vais vous présenter mon travail de fin d'études intitulé « Télépsychiatrie avancée ou obligation ». Donc alors déjà, comment est-ce que j'ai choisi ce sujet? On était donc fin 2020, donc un an après le début du Covid. Et déjà à ce moment-là, je me questionnais de manière personnelle sur l'impact que pouvait avoir le confinement sur les patients en santé mentale. Et ensuite, au détour d'une discussion avec une amie, elle m'explique que dans les CMP, les entretiens infirmiers sont passés de présentiel au téléphone. Donc avec mon intérêt qui était déjà assez marqué pour la santé mentale à ce moment-là, j'ai construit la question d'étude suivante. Dans quelle mesure le recours exceptionnel à la téléconsultation modifie-t-il la pratique des entretiens infirmiers en CMP dans le cadre d'une prise en charge des patients psychotiques adultes face aux enjeux communicationnels qu'elle implique? Je vais vous passer rapidement sur mon cadre théorique. Donc tout d'abord le contexte, j'ai développé l'offre de soins en santé mentale en France, le rôle de l'IDE en santé mentale et la télépsychiatrie, et enfin les troubles psychotiques. Ensuite j'ai développé 3 concepts que je considérais être les plus adaptés à mon sujet, donc naturellement la communication, l'adaptation du patient, du soignant et la relation d'aide. J'ai ensuite mené des entretiens auprès de professionnels de santé, donc au sein de 3 CMP de la région Rhône-Alpes, auprès de 6 infirmiers ayant travaillé avant et pendant la période de confinement, avec comme outil de recherche l'entretien semi-directif guidé par un total de 7 questions, et le tout par téléphone, parce que la situation sanitaire l'exigeait encore. Pour ce qui est des résultats, on peut dire que le manque de communication verbale lors des entretiens a été un réel enjeu pour les entretiens donc infirmiers, mais les soignants ont su s'adapter temporairement, parce que c'était une situation qui était donc temporaire et exceptionnelle, le tout pour maintenir la relation d'aide avec leurs patients. Ce qui est étonnant, c'est qu'avant de recueillir ces témoignages, j'imaginais que les difficultés auraient plutôt été dans le sens de rupture de soins, d'augmentation du nombre d'hospitalisations, de néo-décompensation psychiatrique, mais en réalité, ça n'a pas du tout été le cas. Après tout, l'isolement social lié au confinement, ça nous a tous touchés, et ça a été préjudiciable pour tout le monde. Néanmoins, c'était sans compter la détermination des soignants en santé mentale qui, tous les jours, ont su se rendre disponibles pour maintenir le lien avec leurs patients et accueillir les nouvelles demandes des personnes en souffrance psychologique. L'observation la plus intéressante de ce travail, c'est finalement que les infirmiers ont renforcé le travail en équipe et qu'ils ont surtout su s'adapter malgré les conditions de travail difficiles qu'imposait la situation. Avec ce travail, j'ai compris notamment l'importance de l'adaptabilité du soignant et dans tout type de service. Moi, aujourd'hui, je travaille dans un service de médecine d'urgence et je vois tout type de patients. Le service fait qu'on doit constamment s'adapter aux patients, aux pathologies, à la structure, aux enjeux de santé publique. La question que moi je me poserai aujourd'hui serait quels sont les enjeux auxquels notre profession devra s'adapter demain, et notamment face à la problématique grandissante du manque de personnel dans nos structures. J'aimerais remercier tout d'abord l'organisation du CEFIEC pour cette invitation, remercier également mon IFSI, donc Saint-Joseph-Saint-Luc, et mes formateurs et formatrices, et merci à vous de m'avoir écouté. Merci beaucoup, merci.
Je vous invite à rejoindre Michel, notre présidente, pour la remise de votre lot. Encore bravo, merci beaucoup. Bien sûr, on retrouvera tous les travaux qui seront publiés sur le site du CEFIEC après les JNE, il n'y a pas de souci pour ça. Autre catégorie IFCS mémoire. Pour le CER Haute-Normandie, pour l'IFCS du CHU de Rouen, pardon, j'appelle Madame Tilly Stéphanie. Bonjour à tous. Donc, comme Madame Renou vient de le dire, je suis Stéphanie Tilly, je suis cadre de santé récemment en poste dans un établissement médico-social de la région rouennaise. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui mon travail de mémoire qui s'intitule donc, « Le projet managérial, un outil émergent pour le collectif cadre ». Avant tout, avant cette présentation, je tenais à remercier l'ensemble des membres du CEFIEC ainsi que mon directeur de mémoire, Monsieur Loïc Martin, l'ensemble de mes collègues au sein du collectif cadre et l'ensemble de mes collègues de promotion à l'IFCS. Donc, tout d'abord, je vais vous poser quelques éléments de contexte. Donc, je suis nommée faisant fonction dans un établissement, donc dans l'établissement médico-social dans lequel je suis encore actuellement. Et je n'avais absolument aucune expérience managériale. Et j'intégrais cet établissement, donc j'étais nouvellement arrivée. Je suis amenée quelques semaines plus tard à remplacer ma collègue cadre pendant ses congés. Et suite à ces expériences, j'étais en quête vraiment de rationalisation pour faciliter ma prise de poste d'une part, mais aussi pour m'apporter une cohérence décisionnelle au sein du collectif même. Après des recherches exploratoires, j'ai été amenée à poser la question de recherche suivante, qui était en quoi la présence d'un projet managérial influe les pratiques de management d'un faisant fonction récemment en poste lors du remplacement de son binôme cadre. Donc, j'ai effectué une recherche théorique qui s'est orientée autour de 3 axes. Ma quête de rationalisation comme guide pour manager au sein des organisations, avec plusieurs auteurs que je vous ai inscrits sur la slide. Le système relationnel entre le faisant fonction et le cadre de santé, donc qui compose le collectif cadre. Et j'ai voulu aborder aussi les échanges de ces professionnels au regard des espaces de discussion sur le travail. Et j'étais effectivement dans cette recherche de ce qui crée l'alignement managérial, notamment dans la prise de décision. La recherche empirique, quant à elle, a été réalisée au travers de 10 entretiens semi-directifs auprès de 5 faisants fonction cadres et de 5 cadres de santé en multisite. Certains travaillaient au sein du même collectif. Donc, pour vous présenter succinctement les résultats, il en ressort que, d'une part, la collaboration repose majoritairement sur la communication, donc ça c'était pour les 10 interviewés, autant sous la forme des échanges informels que formels. Pour 7 d'entre eux, les espaces de discussion permettent en effet le partage des pratiques professionnelles, et pour 9 d'entre eux, la question du sens apporté à ces pratiques est soulevée. Ainsi, les espaces de discussion sont, comme les échanges formels, restent associés quand même aux initiatives de l'encadrement supérieur, tout comme le projet managérial. Le système relationnel entre le faisant fonction et le cadre de santé est largement évoqué, et les interviewés soulèvent l'importance d'une relation qualitative entre eux, avec 2 notions essentielles que sont la complémentarité et l'entraide. La prise de décision est pour 8 d'entre eux facilitée par la connaissance des pratiques de ses pairs et amènerait effectivement plus facilement à un alignement managérial.
En ce qui concerne le projet managérial, il reste tout de même une notion floue pour 7 d'entre eux qui évoquent effectivement le manque de clarté de cet outil. Donc, en conclusion, à travers ce travail de recherche, j'ai tenté de découvrir effectivement cette ligne qui traverse le chemin de faisant fonction cadre au collectif cadre. Cette ligne, qu'on appelle la ligne managériale, repose effectivement sur la cohérence stratégique. Le projet managérial est un de ces éléments. C'est effectivement un outil qui offre l'opportunité de travailler ensemble et de communiquer autour de la culture institutionnelle. Cette ligne managériale repose également sur la cohésion des individus. Et bien qu'il soit apparu nécessaire de sanctuariser quand même les échanges informels qui sont beaucoup apparus dans ma recherche, les échanges formels participent eux aussi à créer une culture du travailler ensemble pour un alignement managérial. Et parmi ces échanges, les espaces de discussion sur le travail permettent effectivement de créer du débat autour des pratiques et facilitent la cohérence décisionnelle. Pour autant, leur déploiement nous conduirait vers ce que M. Deschessard décrit comme un management subsidiaire. Ce changement de paradigme mérite que soit effectivement réinterrogée la place de chacun au sein des organisations, ou du moins redéfinie. Et la question que je me pose et que je me suis posée à l'issue de ce travail de recherche était que, en tant que cadre et pour les cadres de demain, est-ce que nous serions effectivement prêts à aborder notre collaboration sous un tel schéma? Merci. Merci beaucoup, bravo. Merci. Merci Stéphanie. Je vous invite à rejoindre Michel, notre présidente, et Amanda pour la remise des lots. Bravo. Prochaine catégorie, pour la catégorie IFCS article, pour le CER PACA Corse, pour l'IFCI Aix-en-Provence, IFCS pardon, Aix-en-Provence, vous m'excuserez, je vois mal les petites lettres. J'appelle Madame Bernardin Christelle. Très bien. Bonjour à tous. Allons, on va commencer. Donc, mon travail de recherche s'intitule « Les effets psychologiques et le stress post-traumatique des soignants face à la Covid-19, quel levier pour le cadre de santé ?» C'est une revue de la littérature qui était présentée dans le cadre de l'obtention du Master 2, cadre et formateur dans les secteurs sanitaires, médico-social et social. En termes de temporalité, cette recherche s'est concentrée sur la première vague mondiale de Covid. Son caractère brutal et général a eu des conséquences sur les systèmes de santé déjà bien fragilisés. L'objectif, d'ailleurs, de cette recherche était donc d'identifier les effets de l'épidémie Covid-19 sur l'état psychologique des soignants et le stress post-traumatique, et de décrire les interventions de soutien comme support d'accompagnement pour le cadre de santé. Cette revue de la littérature a été abordée par une synthèse quantitative et qualitative des données probantes étudiées. La pandémie a entraîné sur tous les systèmes de santé une réorganisation globale, soit par la fermeture de services, soit par l'arrêt de la déprogrammation d'interventions non urgentes, afin d'ouvrir dans un temps record des lits dédiés Covid, de soins intensifs, de réanimation. Parallèlement, il s'est opéré une réaffectation brutale et parfois sans formation de soignants dans ces nouvelles unités de soins. Et il a fallu faire face également à un manque d'équipement, d'équipements de protection individuelle, de médicaments, voire de gros matériel comme les respirateurs. Enfin, le manque de connaissances sur la maladie et son évolution a engendré un manque d'information et de communication.
Ce sont des éléments factuels qui ont exercé une action anxiogène sur l'ensemble des soignants. Dès lors, la peur d'être contaminé soi-même et de contaminer ses proches s'est révélée comme l'angoisse la plus marquante pour les acteurs de soins. On retrouve également une perception large d'un risque vital. En effet, c'est la première fois que les soignants sont confrontés, en allant au travail, à des conséquences sur leur santé, voire au péril de leur vie et celle de leurs proches. La perception aussi de l'impuissance face à la maladie est mal vécue et elle dégrade le sentiment d'utilité de la fonction soignante. Elle conduira aussi à un grand sentiment de solitude face au reste de la population confinée, ainsi que la peur de l'inconnu qui a été du coup plutôt majoritairement vécue par l'ensemble des populations. L'ensemble de ces impacts psychologiques permet d'affirmer que le combat mené face à la maladie a provoqué des victimes directes dans les rangs des personnels de santé qui pourront développer un état de stress post-traumatique. C'est pourquoi les résultats de cette recherche m'ont permis de démontrer une prévalence moyenne de 25% des soignants atteints de troubles psychologiques comme l'insomnie, l'anxiété, la dépression, mais encore des symptômes de stress post-traumatique comme l'hypervigilance, la reviviscence ou l'évitement. Pardon, voilà, je suis un peu en retard sur le power. Quant aux interventions de soutien pour le cadre de santé, ils s'articulent autour de 6 axes permettant de développer des organisations résilientes. On retrouve les différentes actions permettant d'améliorer les conditions de travail, que sont la formation, la gestion RH attentive au temps de récupération, autant que faire se peut, une communication claire et proactive sur la situation sanitaire qui va de pair avec une écoute attentive. On parle aussi de reconnaissance directe et indirecte. Ici, il s'agit plus de gratitude, de présence, d'attention ou encore de soutien organisationnel. Le soutien psychosocial et psychologique, on entend par là l'importance de temps d'échange d'équipe, de briefing, de débriefing, ou encore de l'intervention de psychologues, psychiatres extérieurs. Enfin, la mobilisation des ressources personnelles, la valorisation de celles-ci dans une dynamique de soutien des pairs. C'est pas bon, mais bon, c'est pas grave. Pour conclure, ce qu'il est intéressant de constater, c'est qu'importe le système de santé étudié, les effets psychologiques de la crise sont mondiaux. Les populations impactées sont les plus jeunes et les moins expérimentées, et de fait, ceux-ci nous confrontent à un nouveau défi, l'avenir des professions de santé. Ce travail est aussi un hommage à toutes les expériences favorables, bienveillantes et tout le soutien qui a pu être développé malgré le contexte. Tout ceci afin de favoriser la dynamique soignante, de donner du sens au travail fourni et de se préparer à l'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Je vous invite à rejoindre Michel. Encore bravo. Dernière catégorie, la catégorie master. Donc pour le CER Bretagne, IFPS, CH, Guillaume Régnier. J'appelle Monsieur Hamon Guillaume. Bonjour à tous. Alors, je suis très heureux d'être ici devant vous aujourd'hui. Donc, je me présente, je suis Guillaume Hamon. Je suis coordinateur pédagogique à l'IFPS Guillaume Régnier de Rennes. Je le lance. Donc, je suis ici pour vous parler de mon mémoire de recherche, réalisé dans le cadre d'un Master 2. Et donc, je n'ai que 5 minutes pour vous donner envie de lire l'article qui m'amène ici. Pas une de plus, hein, j'ai bien compris. C'est très court, donc attention, c'est parti.
Avec cette recherche-action, je me suis intéressé à l'ingénierie pédagogique d'un cours de modélisation de connaissances du système cardiovasculaire utilisant des vidéos de rappel et des tutoriels de dessin auprès d'étudiants infirmiers de première année lors d'une classe virtuelle. Alors, je vois que je commence déjà à en perdre certains. C'était le but recherché. J'ai volontairement en fait saturé votre mémoire de travail parce que justement dans ma recherche action, je me suis efforcé de faire tout le contraire. C'est-à-dire de produire des supports de cours qui permettent de faciliter le plus possible le traitement cognitif de l'information. Donc je vais reprendre, mais en mieux. Donc je me suis intéressé à l'enseignement de l'anatomie et la physiologie du système cardiovasculaire, alors plus précisément le système circulatoire et le système cardio-necteur. Cela s'est fait auprès d'étudiants infirmiers en première année. J'ai utilisé le dessin, qui était une nouvelle modalité pédagogique dans mon institut. Cela s'est passé durant la crise sanitaire, donc les enseignements devaient se faire en distanciel. Et alors plus précisément, en fait, cela s'est passé au cours d'une séance de travaux dirigés en classe virtuelle. Donc mon objectif pédagogique était de les amener à apprendre en dessinant à l'aide de vidéos d'animation pour remobiliser leurs connaissances et également à l'aide de tutoriels de dessin. Et donc ma problématique, au travers de ma recherche, j'ai cherché à comprendre comment faire de l'apprentissage actif par le dessin à partir de ressources numériques. Alors, première question, pourquoi dessiner ? En fait, l'apprentissage par le dessin est maintenant reconnu comme une stratégie d'apprentissage efficace, en particulier pour l'apprentissage des concepts spatiaux complexes en sciences. Et donc l'anatomie et la physiologie en font bien partie. En fait, plusieurs études en psychologie cognitive démontrent l'intérêt de l'apprentissage par le dessin, car il présente des caractéristiques uniques et complémentaires par rapport à une simple explication orale. En fait, le dessin va aider les apprenants à extérioriser leurs connaissances. Alors, vous le savez tous, nous ne sommes pas tous égaux avec un crayon et une feuille. Il est donc important de soutenir l'apprentissage par le dessin. Concrètement, j'ai dessiné un schéma en le commentant du début à la fin. Et en fait, cette progression présente l'avantage de ne pas présenter un système complexe d'un seul coup, mais au fur et à mesure que le dessin progresse. Les informations transitoires sont alors mieux gérées par l'apprenant entre le début et la fin, ce qu'ils appellent un tutoriel, et permet ainsi de limiter cette fameuse surcharge cognitive. Ensuite, j'ai volontairement laissé le dessin à disposition pour qu'il puisse servir de modèle ou non aux étudiants. Alors une question évidente peut se poser, mais quel est l'intérêt pédagogique de recopier un dessin, pour ceux qui le font ? Alors en fait, si vous voulez, le modèle est un soutien pour réduire les inégalités visuospatiales entre les étudiants et donc soulager leur mémoire de travail. Mais alors, une autre question se pose, c'est qu'est-ce qui garantit que l'apprenant ait bien compris ce qu'il dessinait ? Et en fait, c'est là que la dernière étape arrive, c'est que j'ai demandé aux étudiants d'expliquer leur dessin pour s'assurer de la cohérence entre ce qu'ils ont dessiné et leur compréhension du système étudié. En résumé, l'idée c'est que les apprenants utilisent leur représentation externe comme support, donc le dessin produit, pour générer une explication verbale plus élaborée. Et donc les résultats de ce TD sont très encourageants. J'ai pu mesurer un gain d'apprentissage et un engagement pour tous les étudiants, ce qui permet de confirmer la pertinence de mes choix pédagogiques. Et pour finir, je terminerai par une réflexion plus générale sur le dessin. Replongez dans vos souvenirs d'enfance. Regardez-vous dessiner. Ou pensez à vos propres enfants en train de dessiner.
Je dis ça parce que pour un enfant, le dessin est une manière de se représenter le monde et de le comprendre. Alors pourquoi il ne le resterait pas pour les grands enfants que nous sommes devenus? Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci Monsieur Hamon. Je vous invite à rejoindre notre présidente. Bravo, merci. Enfin, pour conclure, nous souhaitions mettre à l'honneur les coups de cœur du jury du CEFIAC, puisqu'il y a eu 3 coups de cœur cette année pour des travaux qui auraient mérité être récompensés aussi, mais il faut faire des choix. Et donc, on a décidé de présenter, là sur cette diapo, il n'y en a que 2, mais en fait, il y en a 3. Nous avons décidé de présenter au niveau du CEFIAC, vous retrouverez les travaux sur le site, 3 coups de cœur. Catégorie IFSI pour le CER PACA Corse, Madame Fuentes Nathalie pour un travail qui s'intitule « Quand patients et soignants font du théâtre ensemble, la rencontre des soi ». Pour la catégorie IFCS articles scientifiques CER Rhône-Alpes, Madame Samsonova Olga, excusez-moi, l'impact du tandem cadre de santé médecin dans la recherche infirmière. Et puis dans la catégorie master, un travail pour le CER Bourgogne, quand l'art de vivre et d'agir ensemble vise la réalisation d'un monde durable, par Madame Chauvocarde Karine. Vraiment, toutes nos félicitations pour ces travaux de grande qualité. Vous retrouverez tous ces travaux sur le site du CEFIAC. Je vous invite à aller les lire. Ils sont vraiment d'une très grande qualité et ils montrent que dans nos instituts, nous savons accompagner nos étudiants dans l'implication à la recherche en sciences infirmières. Je vous remercie beaucoup. Je dis aux instituts, rendez-vous en septembre pour commencer l'édition 2023 et je vous souhaite un bon congrès. Merci à tous. Bien, merci à tous. Ça va être difficile de passer après Nathalie quand même qui a mis le feu un peu à la salle. Je vais laisser la parole à Madame Eliane Rottier-Botzer que j'ai eu le plaisir de vous présenter ce matin et qui va donc nous apporter son éclairage théorique sur le concept d'interprofessionnalité. La parole est à elle. On tâchera ensuite de faire un échange au niveau des questions et réponses entre la salle et puis Madame Rottier-Botzer. Voilà, la parole est à vous. Voilà. Vous devez m'entendre là? Bon. Je vous précise que je ne vous vois pas. Je vous regarde, mais je ne vous vois pas. Je vous aperçois. Ah, ça va mieux? Bon, ça m'évitera de... Quand on fait porter sa voix, ce n'est pas toujours sympa. Bon, déjà, bonjour à tous à nouveau. Et merci aux organisateurs de m'avoir permis de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Donc, j'en suis ravie et d'être témoin, je dirais que pour moi, encore une fois, ça se rattache à mes premières expériences et connaissances, à la fois au CEFIAC, mais aussi dans les écoles IFSI et Institut de formation de cadres de santé. Donc, j'ai commencé ma carrière avec des interventions sur la formation dans ces écoles de cadres parce que j'ai un double parcours en sciences de l'éducation et en sociologie. Donc, j'ai beaucoup formé des formateurs, et plus particulièrement sur les terrains sanitaires, et depuis un certain nombre d'années. Donc ça, c'est le début, mais ça continue puisque je suis là. Ce début qui m'a ouvert, en fait, un monde, mais aussi beaucoup d'échanges, de rencontres, et des terrains de recherche aussi. Et j'ai passé, et je continue ma carrière professionnelle à travailler sur le terrain du travail et de la formation des professionnels de santé. Donc, tout ça, évidemment, me tient à cœur. Ceci explique que je suis contente d'être là devant vous. Alors, je vais suivre mon petit plan pour pas trop sortir parce que je pourrais parler des heures. Et puis, je compte sur vous pour hurler si je dépasse. Hein. Et on continuera avec ceux qui veulent. Mes coordonnées, vous les auront si vous avez envie de poursuivre les échanges. Donc, en fait, je vous ai dit là que moi aussi, j'étais un peu interpro. D'abord parce que j'ai un double parcours en sciences de l'éducation et en sociaux, mais aussi parce que j'ai travaillé avec vous et sur vous, et que c'est pas très partagé dans le domaine où j'enseigne encore aujourd'hui à l'Université de Paris, puisque je suis
en sciences de l'éducation. Néanmoins, notre public varié, qui comprend aussi des professionnels de santé, éducation sanitaire et sociale et médico-sociale, m'a permis de poursuivre ces rencontres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, de 2009 à 2015, j'ai défendu, monté et porté un master formation des professionnels de santé au moment où les réformes de 2008-2009 se mettaient en place. Et j'avais travaillé là-dessus. Et il me semblait que c'était une opportunité pour un certain nombre de formateurs qui seraient intéressés par un parcours universitaire de mettre le pied à l'engrenage. C'est ce qu'ils ont fait. Certains ont continué, plusieurs ont fait des doctorats depuis, et ça se poursuit. Et j'avoue que je suis assez fière d'eux et de moi, de ce qu'on a fait ensemble. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ça se poursuit parce que j'anime un séminaire sur les parcours de soins aujourd'hui, et donc à la fois des chercheurs sur ces domaines, et il y en a beaucoup, et des professionnels qui viennent de tout milieu. Donc, je pense que ces expériences partagées, ce parcours inter, parce que c'est toujours inter, se poursuit. Un petit mot assez trivial, mais qui me paraît important, dans la formation que j'avais montée, on avait donc des professionnels, des cadres formateurs, de toute formation médicale et paramédicale. Et ça, et je l'avais même ouvert au social, mais c'était encore compliqué à l'époque. Et ça a fait une vraie richesse et ça se poursuit. Ces personnes continuent à travailler ensemble. Ce qu'on disait ce matin sur les connaissances des uns des autres, effectivement, je l'ai vu, je l'ai vécu, ça se construit là. Et il y avait beaucoup de méconnaissances. Mais ça a changé. Voilà. Donc je vois quand même que les choses continuent à se transformer. Parce que les premières soignantes que j'ai interviewées dans mon travail de recherche, ce sont des personnes qui sont aujourd'hui à la retraite, certaines ont été responsables au CEFIEC, et ces personnes m'ont permis de mesurer à quel point les changements étaient importants aujourd'hui, parce qu'ils m'ont compté leur formation et leur travail, et j'y reviendrai. Donc il y a 3 choses qui me tiennent à cœur: la formation, les sciences de l'éducation, la sociologie, qui est une science des interdépendances, je le précise. L'objet du sociologue, c'est d'étudier les interdépendances sociales, pas juste dans le milieu qui nous intéresse là, mais enfin, c'est le boulot du sociologue. Et je pense qu'on a un certain nombre de choses à se dire à ce sujet. Après, je me suis spécialisée dans la sociologie dite des professions. Donc j'y reviendrai, ce qui fait que j'ai un parcours, un regard sur l'histoire des professions et sur les relations entre ces professions. Et je pense qu'on a du mal à comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans l'ensemble des secteurs que j'ai cités, mais d'abord le secteur sanitaire. Si on ne fait pas un petit recul historique, et j'ai vu qu'ici, on est de plusieurs générations, et déjà entre nous et entre vous, vous avez vécu des formations qui peuvent avoir été très différentes, et aussi des expériences de travail dans l'hôpital ou en dehors, qui aussi ont dû être très différentes. Aujourd'hui, j'encadre aussi en thèse donc, des soignants qui ont décidé d'entreprendre ce parcours. Et j'enseigne aussi sur le positionnement IPA dans une formation IPA. Et donc je continue à vous découvrir, parce que les IPA, c'est encore un nouveau monde. Alors je reviens sur l'inter, après vous avoir dit que moi j'étais une inter, donc clairement. Mais la définition, je me suis amusée à reprendre la définition. Donc ça veut dire quand même la réciprocité et l'action mutuelle. Réciprocité, c'est un mot qui... Il y a un collègue à moi que j'apprécie beaucoup, un sociologue à Caen d'ailleurs aussi, puisqu'on avait le doyen, si je ne me trompe pas, tout à l'heure, de Caen, qui a écrit un livre sur la réciprocité, Philippe Chanial, que je vous conseille fortement, parce que je pense que c'est une des questions problématique aujourd'hui, pour des raisons que je vais évoquer, mais qui, en tout cas, est au cœur de ce qu'est l'inter, dans la définition. Réciprocité et action mutuelle. Ça implique un rapport double et simultané, un échange d'actes, mais aussi de sentiments. Le chaînon qui rend possible l'éducation, l'accompagnement, le soin, c'est aujourd'hui l'inter, parce qu'aujourd'hui, et là je reprends plus les propos d'un collègue que j'apprécie aussi beaucoup, Alain Ehrenberg, c'est la transformation de ce que veut dire l'autonomie aujourd'hui, qui transforme nos métiers, à la fois d'enseignants, mais aussi de soignants, mais aussi de patients, sachant que pour certains, le patient a aussi un métier. Ce n'est pas mon objet aujourd'hui, mais les patients experts et les pères aidants,
ça se développe aussi. Il implique une transformation des rapports dans la division du travail, cette histoire d'inter, plus de réflexivité, donc plus d'expression de soi, et ça c'est Georges Vigarello qui l'a super bien montré dans ses livres d'histoire. Aujourd'hui, on parle d'expression de soi, on exprime ses doutes, ses émotions, les étudiants, et nous, c'était pas comme ça avant, et c'était pas comme ça il y a si longtemps, et c'était pas du tout comme ça dans vos milieux, avec les personnes que j'ai interviewées il y a déjà 20 ans. C'était pas du tout comme ça. Donc, plus de réflexivité demandée, plus d'horizontalité aussi, et plus de transversalité. Ces trois mots, ils vont ensemble. Alors, l'interprofessionnalité, je ne savais pas, mais ça définit aussi par l'OMS. Ça, vous devez la connaître, celle-là, de définition. Donc, j'ai trouvé ça intéressant qu'on parle là d'apprentissage. C'est un apprentissage et une activité qui se concrétise lorsque des spécialistes issus d'au moins 2 professions travaillent conjointement. Alors, sur le moment, je me suis dit, mais dans ces métiers-là, vous avez toujours travaillé avec d'autres, mais c'est le mot conjointement qui me paraît important. Parce que dans tous les métiers, on travaille avec d'autres personnes. Ça implique une étroite collaboration et de manière coordonnée en plus, chacun ayant des tâches distinctes et complémentaires. Et ça suggère enfin, et ça c'est le leitmotiv de l'inter, de connaître la spécificité et les compétences de chacun, mais aussi d'abandonner les schémas hiérarchiques préexistants. Et ça, on est à cheval en permanence entre l'organisation et la division du travail et la formation. Mais on ne peut pas lâcher un des bouts quand on parle de tout ça. Et ce matin, c'était caractéristique, puisque vous aviez des personnes qui étaient responsables et qui parlaient de formation, d'autres qui parlaient du terrain, du travail, et on voit qu'on peut difficilement sortir cette notion, surtout avec des étudiants qui passent la moitié du temps en stage, en parler que de façon abstraite. Ça se concrétise, cette histoire de schéma hiérarchique. Et donc, l'idée, c'est de porter ensemble à plusieurs un certain nombre de décisions et de consensus qui ne sont jamais parfaits, qui sont toujours révisables, mais en gros, on a une chaîne hiérarchique qui est très différente de celle que certains ont connue, et ce n'est pas seulement dans le milieu soignant qu'on trouve cette chose-là. Alors, je vous précise un peu comment je regarde les choses, parce que nous, à la fac, on ne sait pas tout sur tout, loin de là, ça vous vous en doutez, vous l'avez vu, mais c'est important qu'on vous dise quelles lunettes on prend quand on regarde les choses. Moi, je vous ai dit, je fais de la sociologie des professions, donc je regarde les professions. Et mon angle d'attaque, c'est l'angle d'un auteur qui s'appelle Abbott, et qui parle d'écologie des professions. C'est-à-dire, je ne suis pas une spécialiste des infirmières, des chirurgiens ou d'une autre profession. Je ne regarde les professions que dans leurs relations. J'ai beaucoup travaillé sur les infirmiers, la relation médecin-infirmier, mais au-delà, ce qui est important de voir, c'est la big picture, c'est l'image globale des relations entre ces professions qui travaillent ensemble, avec plus ou moins de tension ou d'harmonie, mais aussi au sein même d'un groupe, on l'a vu aussi un peu ce matin, d'un groupe professionnel donné, nous, on parlera de segments. Les segments font que dans le groupe, il y a aussi de l'harmonie, mais il y a aussi de la bataille. Et toutes les spécialisations, on le sait sur le champ des infirmiers, n'ont pas toujours été harmonieuses. Chacun défend, alors c'est très belliqueux, cette vision de sociologie des professions, mais en gros, chacun défend son territoire. Et c'est comme ça que c'est vu en train de fonctionner. Donc, les professionnels, finalement, ils sont définis par cet inter et la dynamique des relations qu'ils entretiennent, à la fois à l'intérieur de leur propre groupe, mais aussi avec les autres groupes autour. Et on envisage donc l'étude des professions comme un ensemble. Et pour comprendre tout ça, on doit partir des tâches et des besoins qu'ils adressent, les tâches qu'ils ont à résoudre, enfin des problèmes qu'ils ont à résoudre, des besoins, et comment ils s'y prennent ensemble. Et ça, c'est très intéressant parce que justement, Abbott, il avait fait un très beau travail sur qui a résolu les problèmes des gens. Quand je vous dis les problèmes des gens, vous voyez, c'est très large. Mais on a eu les religieux, on a eu les travailleurs sociaux, on a eu les soignants, et puis petit à petit, des segmentations entre les psys, entre les psys ajoutés à ces acteurs, entre d'autres types de soignants, et selon les époques, si vous voulez, les choses se configurent de manière très différente, mais toujours, et je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'ici, c'est quand même
le patient, pas qui est au centre, le patient, il est là. Je ne pense pas qu'il soit au centre, mais je pense qu'il est là et qu'on ne peut pas l'exclure de toutes ces réflexions. Et en tout cas, ce que montrent ces travaux-là, c'est que les choses bougent pour les professions les unes et les autres en relation avec le service rendu au patient et à la façon dont le patient répond à ce service rendu. Et ça, je pense que cette réciprocité-là, elle est aussi très importante à considérer. Alors, je vais reprendre rapidement les différentes étapes qui me paraissent clés sur ce qui se passe dans votre milieu soignant. Bon, quand on regarde le XXe siècle, quand même, jusqu'à la moitié du XXe siècle, alors même que vos métiers se sont construits, en tout cas professionnalisés, il n'y avait pas énormément de réussite thérapeutique. Mais petit à petit, c'est ça qui a conduit l'ensemble du process de professionnalisation de toute l'écologie de votre secteur, mais aussi des autres autour, médico-social, social, voire en partie éducatif. Donc, tout ça reposait sur une centration et une efficacité autour des soins dits aigus, ce qu'on appellera cure, dans le sens où on obtient une guérison dans un temps assez court. Et moi, j'ai montré dans mes bouquins que c'était ça qui, finalement, rendait heureux les soignants et les patients, hein, parce qu'on est tous contents quand on guérit vite. Mais ce que j'ai montré aussi, c'est que c'est en partie ça, mais pas seulement, qui a construit l'évolution petit à petit jusqu'à la fin du XXe siècle et aujourd'hui surtout, du besoin et des articulations des soins requis qui cumulent un certain nombre de soins autour du cure, mais aussi tout un travail d'éducation, d'accompagnement, de prévention qui sont présents dans les problèmes infirmières que j'ai décortiqués depuis très longtemps. Néanmoins, qui n'ont pas pu, pour un certain nombre de raisons issues aussi du milieu du travail, être vraiment mis en œuvre. Du coup, ce qui finalement donnait de la valeur à tout un chacun dans votre milieu, c'était plutôt ce qui nous rendait puissants. Alors le mot héros, je ne l'aime pas du tout, hein, mais ce n'est pas ce mot que je dirais. Mais puissant dans le sens où finalement, le patient était content, donc il y avait cet effet de réciprocité fort. Et aujourd'hui, il faut articuler des soins qui vont être centrés sur l'aigu, parce qu'évidemment ça existe toujours, mais aussi tout ce travail autour de la chronicité, où c'est pas une profession qui peut dominer, c'est du consensus, c'est des discussions, c'est interminable, et on ne résout rien si on ne fait pas avec les patients et avec les autres. Et ça bouleverse beaucoup vos milieux, mais pas seulement les vôtres, comme je disais tout à l'heure, de façon transverse, les autres secteurs que j'ai cités. Mais ça entre en tension avec autre chose. Quand les dames que j'ai interviewées, c'était surtout des dames, désolé Régis, mais quand même, c'est une majorité de femmes dans ces milieux, tous les milieux d'ailleurs que je viens de citer, éducation sociale et soins infirmiers, et d'ailleurs pas seulement infirmiers. Il y a eu dans les années 60-70, au même moment que les soins étaient plus performants, des personnes qui ont été éduquées dans une discipline stricte. Il faut voir ce qu'on lit et ce qu'on voyait, comment ça se passait dans les écoles. Et même moi, quand j'ai commencé à travailler à la fin des années 90 dans les écoles de cadres, j'ai vécu des situations d'une violence très forte envers certains élèves. Et vu de l'extérieur, c'était un peu inouï. Mais quand petit à petit, on pénétrait votre milieu, on s'apercevait qu'il y a des choses qui paraissent à d'autres très difficiles et violentes, qui à l'époque étaient, entre guillemets, assez bien acceptées par beaucoup de gens parce que ça paraissait, c'était comme ça. Donc c'était un milieu quand même très caractérisé par beaucoup de hiérarchie, une discipline très forte, très stricte. Et ça, années 60-70, c'est la révolution. C'est la révolution de l'autonomie aussi, c'est-à-dire une revendication d'exister. C'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur la réflexivité. J'existe, je veux de l'autonomie, je veux qu'on m'écoute, qu'on me reconnaisse et qu'on arrête de m'écraser d'une certaine manière. C'était quand même un peu ça. Alors qu'avant, les dames les plus âgées aujourd'hui que j'ai interviewées, c'est pas qu'elles aimaient qu'on les écrase, c'est que c'était ça ou rien. Elles y allaient. Ça ne veut pas dire qu'elles trouvaient ça sympathique. Mais jusqu'à la grève de 88, c'est ce mouvement d'émancipation qui s'est exprimé, en tout cas, et qui, je pense, n'a pas fini de s'exprimer.
C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de revendications qui étaient présentes à ce moment-là, autour de l'autonomie, mais qui dépassaient largement votre milieu, puisque c'était partout, et qui, dans un milieu où la discipline, les organisations étaient beaucoup plus strictes qu'ailleurs, eh bien, peine à peiner à aboutir. Et du coup, toutes ces remises en question et tout ce discours autour de l'infirmière relationnelle que j'ai entendu pendant tous mes entretiens, la relationnelle, la technicienne, tout ça m'étonnait beaucoup de l'extérieur. Et puis, en même temps, dans les années 80, arrive dans les milieux anglo-saxons toute une littérature sur le care. Et le care, ce n'est pas un mot pour faire joli, le care, c'est une problématisation, si vous voulez, de ce que les infirmiers avaient pointé depuis toujours, évidemment, qui avait un caractère relationnel dans leur travail, et pas seulement par rapport aux patients, mais par rapport à l'ensemble du système de soins. Et là, tout d'un coup, des gens le verbalisent, l'expliquent, et font quelque chose de, j'allais dire, de scientifiquement vendable, de ce qui était noyé sous le vocable relationnel. Et du coup, moi, je reprends les théories de Tronto pour une raison simple. C'est que Tronto, comment on traduit care en français? Elle soulève 4 dimensions. La première, c'est, il y a quelqu'un devant vous, vous vous dites, c'est quoi son problème? C'est quoi son besoin? Et ça correspond en français à la définition sollicitude. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a, celui-là, qui vient me voir? Deuxième niveau de care, c'est encore de la sollicitude. C'est moi qui regarde dans mon sac de savoir et qui me dit, ben, moi, avec mon sac de savoir, le besoin qu'il exprime là, je peux l'adresser comme ça. Donc, ben, selon ce que je suis comme professionnel, je sors ce que je peux faire. Je ne sors pas ce que je peux faire, mais je définis ce qu'on peut faire. Troisième niveau, le caregiving, c'est ce qu'on confond souvent avec le care en français, c'est ben, on fait le soin, on fait l'acte. Ça peut être aussi un entretien, hein. Ce n'est pas forcément un acte technique, mais c'est un acte face à la personne qui est venue demander de l'aide. Et le quatrième niveau qu'on oublie tout le temps, et nous aussi en tant qu'enseignants, c'est au fond, qu'est-ce que ça lui a fait, ce que je lui ai fait? Est-ce que j'ai répondu à son besoin? Est-ce que ça va mieux? Et ces 4 niveaux, vous voyez, c'est le soin en français, c'est juste les 2 derniers niveaux. Et si on réduit en permanence le soin au caregiving, eh bien alors, on réduit toute la dimension réflexive de l'action, mais aussi collective. Parce que si vous reprenez mes 4 niveaux et que vous dites, il y en a qui décident ce qu'il faut faire et puis les autres, ils font le truc, il n'y a pas une participation d'une équipe à la décision de ce qu'on va mettre en œuvre. Et ce qu'on va mettre en œuvre, c'est rarement, sauf pour une situation d'urgence où vraiment il faut empêcher que ça continue de saigner, par exemple, il faut discuter, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, les uns, ils ont une opinion, les autres, une autre. Et c'est là que c'est compliqué, mais c'est aussi plus intéressant quelque part, c'est la participation finalement à cette articulation. Moi, je ne dis pas qu'il faut opposer care-cure, parce que je pense que ça ne veut rien dire pour vos métiers. Il faut réfléchir à cette articulation. Qui dit quoi, où, comment? Et on retrouve la notion de hiérarchie, de division du travail et d'horizontalité. C'est-à-dire que si je suis juste quelqu'un qui applique, qui fait ce qu'on lui dit de faire, alors même que je ne suis pas d'accord, parce que je pense aussi le soin en tant que soignant, et ça passe pas ou ça passe plus en lien avec tout ce passif quand même d'expression de besoin autour de l'autonomie que j'ai expliqué tout à l'heure. Et aujourd'hui, il y a de nouveaux impératifs, à la fois parce que le monde change, les patients changent, nous on change, et les besoins changent, mais les techniques ont changé aussi. Et les premières dames que j'interviewais, elles limaient les seringues, ça leur prenait beaucoup de temps. On ne fait plus ça, il y a plein de choses que vous ne faites plus, que vos élèves ne font plus. Et ça transforme aussi le soin. C'est à la fois notre manière de nous positionner, le travail à faire, mais aussi les lieux où on va devoir le faire. Et ces lieux, on le sait, hein, l'hôpital n'est plus le centre. Et encore, il n'y a pas longtemps, les infirmiers ils étaient quand même formés beaucoup à l'hôpital, pour plein de raisons sur lesquelles on pourrait revenir. Mais je sais bien aussi que diversifier les lieux de stage, ça suppose qu'on forme les gens quand on les envoie en stage. Mais on l'a vu tout à l'heure, à l'hôpital aussi, c'est un problème. Donc je pense que si on part des besoins, comme je disais tout à l'heure, et des tâches à accomplir, on voit qu'il y a une explosion spatio-temporelle des choses et que ce n'est pas du tout la même chose de soigner en dehors de l'hôpital, au domicile qu'à l'hôpital, bien sûr.
mais que le service à rendre aux patients, il se distribue très différemment et qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'hôpital, mais je pense que les problèmes majeurs se situent aussi dans l'articulation des soins au domicile, parce que j'ai fait des terrains à ce niveau-là, et il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'à l'hôpital, il y a des équipes qui dysfonctionnent, mais il y a des équipes. À domicile, vous n'avez pas d'équipe, sauf peut-être si on part de l'HAD. Là, je parle des interventions diffractées, et c'est un vrai souci. Donc, si vous voulez, c'est le soin qui a changé, ce n'est pas que les soignants, à mon avis, et dans ce que j'ai regardé, mais c'est aussi les soignants, c'est aussi le type de positionnement qu'on a en dehors même de ces milieux. Et si on part de l'analyse des tâches, oui, il y a le chronique, mais il n'y a pas que le chronique, il y a le chronique articulé au reste. Et ce qu'on a évoqué ce matin, tout le domaine de la prévention, qui pendant longtemps, alors même que les professions infirmières s'étaient construites au début avec ces problèmes-là en tête, petit à petit, de par cette évolution du XXe siècle et ces demandes centrées sur le cure, c'est devenu un peu la chose qui n'était pas le plus recherché. Et c'est bien dommage. J'ai encore 2 minutes ? Vous avez encore 13 minutes. Oh, mais j'ai beaucoup de temps, alors je peux m'étaler un peu. Alors je m'étale un peu. Et je reviens sur les groupes professionnels. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on travaille sur les groupes professionnels, on voit que parfois ils s'entendent bien, mais souvent ils se battent ensemble. Et c'est quoi un groupe professionnel fort ? Moi, ce qui me frappe, c'est que des théories sociologiques qu'on appelle fonctionnalistes, ça date du milieu des années 50, qui ont beaucoup travaillé sur la formation médicale et qui ont défini finalement ce que c'est un groupe professionnel fort à partir de la formation et des médecins de l'époque. Alors, ils ont interviewé des gens, puis ils ont dit, c'est quoi ton métier, c'est quoi qui est important pour toi ? Et ces critères que je vais vous décliner, c'est les critères qu'on utilise encore aujourd'hui pour défendre son groupe. Vous allez les reconnaître tout de suite. Donc, un groupe fort, dixit les forts de l'époque, c'est une école spécifique. Quand je dis école, ça peut être l'université. Mais la fac de médecine est une école spécifique au sein de l'université. Je vous rappelle que les facs de médecine sont reliées à l'université aussi par des conventions. Ce n'est pas l'université, puisque ce sont des formations professionnelles. Donc, une école spécifique, une supervision et un contrôle par les pairs. Dans une profession forte, c'est que les pairs qui jugent les pairs, P-A-I-R-S. Et donc, c'est l'entre-soi. Donc, l'inter, il n'y en a pas beaucoup là. Il y a une sélection très importante à l'entrée. On dit qu'il faut un chat de l'aiguille. En gros, il y a plein de gens qui veulent le faire et il y a très peu d'élus. Donc, quand vous y êtes, vous êtes content et vous pensez que vous êtes supérieur à la moyenne des gens, forcément. Il y a un monopole d'exercice de l'activité. Ça veut dire qu'il y a juste vous qui pouvez faire cette chose-là. On ne peut pas être infirmier si on n'a pas le diplôme d'infirmier. Ça, c'est très important, le monopole. Je vous rappelle que les kinés se sont beaucoup battus sur le massage, qui leur était volé même par leurs élèves dans certains endroits. Les élèves, ils allaient masser pour se faire un peu de sous, mais c'est l'ordre qui a couru après les élèves en disant « tu ne peux pas, tu n'as pas le DE ». Donc, ça, c'est important. L'accès au marché qui restreint donc aux seuls diplômés. L'existence d'un ordre. Vous en avez un, désormais. Un savoir abstrait, long à acquérir et extérieur à la pratique. Alors ça, on pourrait y revenir, mais ça veut dire formation scientifique, loin du terrain. Un contrôle scientifique de la formation des formateurs. Tous les formateurs sont des chercheurs et pas des professionnels uniquement. Le travail permet de résoudre des problèmes concrets de la société, bien sûr. Il y a un contrôle éthique de la pratique. Il y a un collectif de pairs garant de la valeur de ce qui est fait. Il y a des valeurs altruistes, universalistes. Évidemment, quand vous demandez à ces professionnels est-ce que tu penses que tu es altruiste, tu es dans le don de toi et de soi, ils vont tous dire oui. Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, qu'ils ne l'étaient pas, mais imaginez bien qu'on vend toujours la meilleure face de soi-même quand on est interviewé sur son travail. Un statut continu, c'est-à-dire que les gens ne quittaient pas le métier. Jamais. Alors c'est intéressant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous étiez dans une profession forte, vous partiez jamais, parce que justement, vous aviez ramé pour y arriver, après vous y restiez.
Un langage commun, ça c'est très important. C'est-à-dire que la formation, on l'a un peu évoqué ce matin, mais voyez, la formation, ça vous façonne votre corps, votre manière de vous tenir. Moi, je prends toujours l'exemple pour ceux qui connaissaient Harry Potter et l'histoire du quai, là, quand il passe dans le quai des sorciers. C'est ça la formation, c'est passer de l'autre côté du miroir. Et après, quand on est ou soignant ou autre chose, et tout soignant différent, justement, chaque groupe fait que de l'autre côté, ben, tu te reconnais, tu sais que tu marches. Tu t'habilles pas pareil que les autres, tu marches pas pareil que les autres. Mes collègues spécialistes des profs, ils sont spécialistes des profs de musique ou de maths. Ils ont chacun leur façon d'être, de s'habiller. Ils les reconnaissent très loin. Donc, on se ressemble quand on fait. Et plus c'est long, plus on se ressemble. Et aussi, on parle pareil. Et les autres ne nous comprennent pas. C'est ce qui fait qu'on est costaud. Puisque comme le profane ne vous comprend pas, ce qui pose problème aujourd'hui d'ailleurs dans les soins, parce qu'il faut quand même que le patient comprenne un certain nombre de choses, et il en comprend souvent beaucoup. Mais pour être une profession forte, il faut aussi être dans la distance avec l'usager. Et une vie associative folle et intense. Donc là, on s'adore, on se fréquente, et toujours entre l'entre-soi. Et j'ai coordonné un numéro sur care et profession infirmière, et dans ce numéro, il y a une collègue allemande qui a travaillé sur la professionnalisation des infirmiers en Allemagne après-guerre. Et juste pour se décaler un peu, elle montre bien, bon, les facs de médecine étaient interdites aux filles, déjà, et les Américains, et d'ailleurs toutes vos formations ont été beaucoup influencées par les modèles américains, même si parfois on l'ignore, ils prônaient justement un type d'ouverture et de formation assez différente de ce qui préexistait. Mais ça a été éminemment difficile à mettre en place. Je vous invite à regarder cet ouvrage. D'ailleurs, je partage tout sur ResearchGate ou sur Éducation. Là. Donc, allez jeter un œil, c'est intéressant de voir comment les problèmes étaient posés. Et une autre chose que je tiens à vous dire, c'est que Abbott, en question, dont je vous parlais tout à l'heure, le sociologue, il dit qu'il y a 3 endroits finalement où une profession finalement devient et reste forte. C'est le lieu de travail, l'opinion publique et les médias, et la législation et les pouvoirs publics. Ce que je vous ai donné là comme critère d'une profession forte, souvent les responsables représentant les professions, ils vont au ministère, ils disent « je voudrais une licence, un master, un machin ». Ça, c'est pour la législation, et c'est important. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que le plus important dans l'affaire, c'est en même temps de gagner la confiance des gens. Si les gens n'ont pas confiance en vous, tout le système s'écroule, en vous et en ce que vous faites. Et aussi le lieu de travail où vous vous exprimez finalement tout votre potentiel. Et donc, souvent, j'avais une étudiante orthoptiste, il distribuait au cabinet une carte postale aux patients avec marqué « J'aime mon orthoptiste, il mérite un master ». Et la carte était adressée au ministère. Et là, voilà, c'est un exemple typique de reprise pour le groupe, pour sa défense, des critères que je viens de citer. Mais ils ne se suffisent pas en eux-mêmes. Donc, en gros, on parle de territoire. Une profession assoit son territoire avec ses arènes. Pour une profession consultante, c'est-à-dire tournée vers un public, le public, évidemment, et la confiance du public est essentielle. Et finalement, on observe tout du long à la fois des alliances et des luttes dans les groupes et entre les groupes. Et il faut bien garder ça en tête, parce que parfois, vous pouvez avoir des alliances d'un segment d'un groupe avec un autre groupe. Et c'est tout ça, en fait, que mes étudiants travaillent sur tous ces secteurs. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut passer d'une écologie soignante, finalement, d'un système de soins centré sur l'aigu, hérité du XXe siècle, à un système qui articule, finalement, le traitement de l'aigu et la chronicité, c'est-à-dire d'autres types de rapports entre les intervenants. Alors, pour adresser ces enjeux du XXIe siècle, je dirais qu'il faut articuler traiter, guérir, soigner, accompagner et prévenir, et que tout ça suppose un remodelage total de l'ensemble du système relationnel et des formations. Alors, on passe de la valorisation de la puissance, d'une forme de puissance à une forme de moindre maîtrise, puisque dans la durée, et finalement, on n'atteint pas ces objectifs les plus puissants. Mais c'est un petit peu comme des enseignants.
qui ont des élèves ou des étudiants qui réussissent difficilement. C'est pas tout de suite, ça passe pas, comme disait une enseignante que j'avais interviewée, ça passe ou ça casse. Ben non. Ça passe ou ça casse, non. Ça passe, et parfois, ça passe et ça repasse, et ça casse et ça repasse. Et c'est pareil avec le soin. Et donc, il faut faire les deux en même temps. Et l'opposition là de mythe ou je sais plus ou réalité, moi je dis que c'est mythe et réalité. Les deux déclinaisons sont là. Alors, mais ça suppose, pour finir, une organisation du travail très différente, où on a des interfaces qui permettent les communications entre ces différents acteurs. Ville, hôpital, on est bien au courant. Mais même entre les acteurs et les étages d'un hôpital ou de la ville. Des architectures de participation, c'est-à-dire des outils, y compris numériques, qui permettent de collaborer, de coopérer, de donner son avis entre professionnels, en incluant parfois, et souvent c'est nécessaire, les patients. Et des infrastructures d'évaluation de tout ça, finalement, est-ce qu'on a bien fait? Parce qu'on se pose beaucoup de questions quand on travaille sur le soin dans la durée. Et on n'est pas sûr que ça marche. Et je sais que déjà beaucoup d'étudiants et de soignants travaillent sur ces choses-là, mais je pense que c'est à poursuivre. Alors, les mots-clés sur lesquels je finirai, c'est confiance, interdépendance, relation, réciprocité. Je vais dire un mot qui gêne parfois, mais je dirais don et contre-don. Et faire avec. Et la question, là, il y a une phrase de Dewey que j'aime bien citer, c'est « À quoi et par quoi nous tenons ?» Finalement, pourquoi on fait tous ces métiers-là? Ces évolutions, elles font qu'aujourd'hui, on est plus réflexif, on s'exprime, on exprime ses émotions, on quitte les stages, on quitte les formations, parce que la coupe est pleine. Une coupe qui, hier encore, était beaucoup plus remplie et les gens estimaient que non, ça allait encore. C'est ça que l'histoire nous apprend. Mais aujourd'hui, on doit tous travailler autrement, y compris nous à l'université avec nos étudiants. Hein. Je nous inclus là-dedans. Et je me tais parce que je sais que c'est fini. Alors, avant de passer aux questions de la salle, je vais revenir moi sur quelque chose qui m'a... Je me rapproche parce que sinon je ne pourrais pas lire les questions sur l'écran, je suis myope comme une taupe. Je le dis tous les ans, mais pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, c'est ça. Ah oui. Vous avez parlé de dons et contre-dons en disant que quelquefois ça gênait. Moi je suis d'une génération, je suis diplômé infirmier de 97, ça ne me choque pas. Peut-être que ça peut choquer les plus jeunes aujourd'hui dans la salle, peut-être que ça choque aussi les plus anciens, je ne sais pas. Mais moi, ça ne me choque pas. Je pense qu'effectivement, vous avez fait allusion tout à l'heure aux patients partenaires. On commence à avoir des patients formateurs. Il y a des DU aujourd'hui qui sont à l'université de patients formateurs. On sera dans l'interprofessionnalité avec un cadre de santé formateur qui collabore avec un patient formateur lui aussi. Dans le but de quoi? C'est d'aider les étudiants à aboutir à leur diplôme de la meilleure façon, en ayant peut-être une vision un peu double. Le formateur n'a pas forcément été patient. Le patient a son expérience, sa singularité. Il a une formation qui, pour le moment, est un petit peu, peut-être un peu légère, un peu light sur la pédagogie, mais en tout cas, ils ont un stage aussi. Alors, pourquoi pas don et contre-don? Je trouve que c'est donné que d'être formateur, moi, aujourd'hui. Je ne sais pas quel est votre avis. Peut-être que je me trompe, et j'espère, parce que l'ouvrage dont je parlais tout à l'heure sur la réciprocité, et je pense que le vécu de vous tous vous montre que les deux sont présents. Non, j'ai dit ça en référence à ni bonne, ni conne, ni nonne. Parce que je pense qu'il y a quelque part, chez certaines personnes, alors peut-être pas chez tout le monde, mais en tout cas des personnes que j'ai rencontrées, une espèce d'amertume liée au fait qu'il y a ce sentiment qu'il y a des choses qui ont été exprimées, qu'il y a un langage de sourd d'une certaine manière, et que ce langage de sourd, il est plutôt entre ces trois mots. Et qu'il y a une espèce de ressentiment qui a pu se construire. Pardon. C'est vraiment fini, là. Voilà, c'est fini. Mais c'était fini pour l'intervention, pas pour les questions. Certains ressentent, pas tous, un ressentiment qui fait que quand on est si mal, on vit plus le don et le contre-don comme quelque chose qui relève de ça. On vit ça comme finalement une violence qui nous est faite. Et je pense que ça passe beaucoup par la mécompréhension
l'absence d'échange aussi, de parole, mais il y a une rencontre qui ne se fait pas. On retrouve la même chose en pédagogie. Hein. À un moment donné, il faut mettre les mots, les laisser se poser et entendre ces mots. Et j'ai l'impression que pour certaines personnes, ces mots, ils n'ont pas été suffisamment entendus. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été du tout entendus. Ouais. Très bien, merci. Alors, on a une question de la salle. Comment est perçue la notion d'interprofessionnalité dans les autres formations en santé? Première question, alors il y en a plusieurs dans la même. Les autres formations en ont-elles envie? Sont-elles prêtes? Le CESA a révélé les difficultés de faire coexister des référentiels et des logiques métiers différentes. Moi, je voudrais d'abord souligner que l'interprofessionnalité, j'ai une étudiante kiné qui a fait un mémoire là-dessus, il y a déjà 6 ou 7 ans, et elle avait été en Suisse observer les formations interprofessionnelles qui existaient déjà. Et en fait, elle avait observé que c'était des nouveaux silos. Donc en fait, on avait les formations, hein, tous, et puis les formations interprofessionnelles. Et là-dedans, il pouvait se passer des choses très intéressantes, évidemment, puisque quand on se connaît, qu'on se parle, on se reconnaît parfois, ça change beaucoup de choses. Donc moi, comment développer l'interprofessionnalité en formation quand... Ah, ça, c'est une autre question. Pardon, elle est déjà partie, la question. Elle est déjà Donc, partie. moi, je ne suis pas une experte, je n'ai pas vu toutes les formations en santé et comment ils travaillent tous ensemble. Ce que je sais, c'est que quand les gens se fréquentent et se connaissent, puisque ça, je l'ai vécu, ils se parlent, ils s'agressent parfois, mais ça leur a permis, en tout cas à ces personnes-là, de construire des choses ensemble et de faire avancer sans que pour autant les métiers soient fragilisés. Parce que dans ces univers-là, chacun gardait quand même la main sur sa propre activité. Donc dans ces cas-là, ça fonctionne. Après, je pense qu'il y a des grandes hétérogénéités aussi de positionnement, y compris par rapport aux classes d'âge, ce qui a été souligné tout à l'heure. Mais ce matin, Leïla Fella et Olivier Nguyen nous ont donné un bon exemple d'ailleurs de cette interprofessionnalité mise en exergue au travers d'une séance de simulation où le taux de satisfaction des étudiants finalement et des élèves était de 100% sur le fait de s'être rencontrés. Alors effectivement, comme le souligne la personne dans la salle, en ont-elles envie? Peut-être pas tout le monde, mais il semblerait quand même que la plupart du temps, ça se passe bien au final. Même s'il peut y avoir conflit, même s'il peut y avoir mésentente au départ. Moi, ce que j'ai observé quelquefois, c'est que les gens n'ont pas le même vocabulaire. Vous mettez des travailleurs sociaux à travailler avec des étudiants en soins infirmiers, par exemple. L'usager est un gros mot quasiment pour les travailleurs sociaux. Alors qu'au final, chez nous, ça y est, c'est acté. On parle de patient ou d'usager. Mais ça vient de ce qu'on a dit tout à l'heure sur les formations initiales qu'ils avaient vécues, eux. Comme la formation, elle formate, entre guillemets, un style de gens. Moi, pour avoir fréquenté encore travailleurs sociaux et soignants, il y a des choses qui sont très importantes dans les formations sanitaires, qui le sont beaucoup moins pour les travailleurs sociaux. Et du coup, forcément, il y a des ethos, alors qu'ils sont tous au service des personnes, qui peuvent être très différents. Et c'est pour ça que, oui, c'est potentiellement conflictuel, mais il n'y a que le dialogue et les échanges qui peuvent permettre de faire avancer les choses. Alors, on a une autre question. Comment développer l'interprofessionnalité en formation quand l'IFSI est isolé géographiquement? Très bonne question. Quand il n'y a pas d'autres formations en santé aux alentours? Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les territoires, c'est très hétérogène. Ça, je le sais parce que je parle à beaucoup d'entre vous. Et donc, c'est très difficile d'avoir une vision globale des choses et je ne m'y risquerai pas. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que l'interprofessionnel, je ne suis pas sûre que c'est ceux qui sont le plus près qui le développent le plus. Ça dépend aussi des volontés locales et de ce qu'on met en place. Mais c'est clair que si on est loin de tous les autres, c'est mal barré. Néanmoins, les étudiants, ils vont quand même en stage. Et à mon avis, ça, on l'a souligné un tout petit peu tout à l'heure, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qui se passe sur ces lieux de stage. Parce que l'interprofessionnalité, elle ne se décrète pas. On peut faire des théories là-dessus, parler avec les gens, mais c'est à la fois se rencontrer, effectivement, si possible, en formation, c'est super. Mais de toute façon, ils sont là en stage. Ils croisent les autres. Mais croiser ne suffit pas. Non. Croiser ne suffit pas. Donc, ce travail, il peut aussi être fait sur les lieux de stage. Mais on a bien compris que c'est compliqué. Hein. Je ne dis pas qu'il l'est fait. Non. Écoutez, moi je pourrais vous écouter pendant des heures, je ne sais pas si c'est pareil pour les collègues, mais malheureusement, même pour les autres questions, s'il y en avait, le temps imparti est terminé. Je vais inviter les collègues pour le fil rouge, si elles veulent bien nous rejoindre. Merci à vous. Merci beaucoup, madame.